Nous avons une nouvelle excitante à partager, dit mon père Antoine avec un sourire comme s'il m'offrait un cadeau de Noël. Ma mère Céline, assise à ses côtés, croisait les mains trop soigneusement sur ses genoux. Entre eux, sur la table basse, une enveloppe blanche banale. J'attendis. La pièce sentait le pain et la poussière. Le sapin de Noël clignotait inégalement dans un coin ses branches ployant sous des décorations fatiguées. Une opportunité incroyable, ajouta ma mère. Admission anticipée à l'université. Stage rémunéré à Paris. Je fronçai les sourcils. Je n'avais postulé à rien à Paris. Aucun programme ne m'était familier. Tu seras indépendante, poursuivit mon père, la voix douce comme du miel cachant un coup de poignard. Tu es prête. C'est mieux pour tout le monde. Mon estomac se noua. Tout le monde, pas moi. Dans un coin, ma grand-mère Louise bougea sa canne, tapant une fois le parquet. Peut-être qu'Émilie devrait choisir, murmura-t-elle. Mes parents ne se tournèrent pas. Tout est arrangé, dit mon père. Les papiers sont signés. Le vol est réservé. Tu pars le lendemain de Noël. Mon souffle se bloqua. Pas une discussion. Juste un billet aller simple. Ce soir-là, traînant mon sac vers la porte, j'entendis leur voix. La porte du bureau était entr'ouverte. Plus simple ainsi, dit mon père. Pas de distraction. Pas de risque avant la fusion. Elle aurait tout gâché, chuchota ma mère. Mieux vaut qu'elle disparaisse. Je serrai la sangle jusqu'à ce que le nylon morde ma paume. Ce n'était pas une opportunité. J'étais effacée d'un trait. Personne ne vint à la porte quand je sortis. Le porche resta sombre. La neige craquait sous mes baskets dans un silence de plomb. Je marchais sans me retourner, le froid traversant ma veste, les lampadaires s'estompant derrière moi. Il ne m'avait pas envoyé pour m'aider. Il m'avait rejeté pour se sauver. La veille de Noël, je la passais dans un motel de banlieue où le néon vacillait et l'air sentait le tapis humide. Assise sur le lit encore en veste, je grignotais un sandwich de distributeur pendant que la télé diffusait des émissions de Noël en sourdine. Le silence autour pesait plus que le froid dehors. Je vérifiais mon téléphone, sachant déjà. Pas d'appel, pas de message, pas même un « joyeux Noël ». Le matin, par réflexe, j'ouvris l'écran riant. Contre toute raison, je regardais les réseaux sociaux. Les photos de chez moi explosèrent, le salon plus lumineux que dans mes souvenirs, le sapin parfait des sourires presque collés. Étienne au centre, flanqué de mes parents fiers et impeccables. La légende, heureux de célébrer une année de plus, avec notre étoile unique. Mes doigts se crispèrent sur le téléphone. Un vide là où je me tenais autrefois. Pas flou, pas mentionné, juste effacé d'un trait. 2 semaines plus tard, mon oncle Julien appela. Un instant, je crus à un sursaut de conscience, mais sa voix trahit l'indifférence. Ils avaient encore besoin de mes dossiers scolaires, dit-il, pour des papiers. Urgent. Pas un mot sur moi. Je promis d'envoyer et raccrocher avant un faux regret. Les jours se fondirent. Je trouvai un travail au supermarché empilant des rayons dormants sur un matelas bosselé dans un autre motel. Parfois, à la télé, j'apercevais Étienne vantant l'héritage familial. Mes parents derrière souriant pour les caméras qu'ils avaient toujours préférées à moi. La douleur ne frappait plus. Elle s'installait discrète, profonde, comme une pierre au fond d'un lac gelé. Je n'avais pas été oubliée. J'avais été effacée soigneusement totalement. Pour exister à nouveau, je devais commencer là où il ne pouvait m'atteindre. Début février, Monsieur Duroc me trouva. Je quittai le supermarché après un long service de nuit, le soleil rasant le parking glacé. Il attendait près de son vieux pick-up main, enfoncé dans son manteau souffle blanc, dans le froid. « Émilie » appela-t-il, sa voix traînante comme dans mes souvenirs d'enfance. Je ne l'avais pas vu depuis des années. J'hésitais, tenté de l'ignorer. Mais son air raide inquiet me retint. Il s'approcha sortant une feuille pliée de sa veste. « Je ne savais pas si je devais te la donner, » dit-il. « Mais tu mérites de savoir. » Je pris le papier d'oie gelé. Une chaîne d'emails imprimés, date encerclée en rouge. Les noms de mes parents en haut, envoyés avant leur annonce au salon. Les mots se brouillèrent un instant, le vent piquant mes yeux, ou autre chose. Les passifs doivent être éliminés avant la fusion. La situation d'Émilie crée de l'instabilité. Une action doit être prise avant l'examen familial de fin d'année. Chaque ligne coupait plus fort. Pas une décision. Un plan. Une suppression clinique comme un mauvais investissement. Je pliai la feuille, la glissai dans ma veste. Mes mains étaient calmes plus que prévu. « Merci », dis-je sincère.
Il hocha la tête, ses yeux pleins de pitié. En m'éloignant, mon souffle s'enroulant dans l'air glacé, je tombais des nues. La vérité était là dans leur sourire crispé, leurs mots prudents, leur amour juste assez grand pour les apparences. Ils ne m'avaient pas écarté par erreur. Ils l'avaient signé scellé comme une transaction. Je n'étais pas le mouton noir. J'étais le coup de leurs affaires. Pendant des semaines, la feuille de M. Duroc pesa dans ma poche. Un rappel que mon exil n'était pas un malentendu. C'était des affaires. Froides. Calculées nécessaires pour eux. Quand le dégel rendit les trottoirs boueux, je m'assis à un ordinateur de bibliothèque, lisant des articles que je n'avais pas osé consulter. Je tapais du bois à n'associer et parcourus des éloges prix conférences gala de charité. Étienne apparaissait partout, confiant, impeccable, serrant des mains de politiques et patrons. Mais plus bas, dans des revues financières, la vérité se cachait. Mention de dette. Procès réglé discrètement. Fournisseurs impayés. Des schémas qu'un œil attentif aurait repérés. Je creusais consultant des registres judiciaires des rapports d'entreprise. Les fissures sous la direction d'Étienne apparurent vite investissements hasardeux, propriétés surévaluées revendues, à perte sociétés écrans jonglant avec l'argent pour masquer les manques. La perfection n'était qu'un décor pourri de l'intérieur. Il ne m'avait pas envoyé pour m'endurcir. Il m'avait effacé pour sauver le royaume chancelant d'Étienne. Un portrait familial avec un fils doré plaisait plus aux investisseurs qu'un tableau fissuré par une fille inexplicable. D'une façon tordue, ils croyaient peut-être me rendre service. Que la lutte me forgerait. Que survivre me rendrait forte. Peut-être dormait-il ainsi. Adossé à la chaise raide de la bibliothèque fixant le plafond sous les néons bourdonnants, l'odeur de vieux livres et de café rance dans l'air, je compris. Ils avaient réécrit qui comptait et qui était jetable. Ils s'étaient trompés sur une chose. Je n'étais pas brisée, pas perdue. J'avais repris les rênes. Et je commençais à peine. Les semaines suivantes se fondirent en matin précoce et nuit tardive, service interminable au supermarché loyer gratté pour une chambre minuscule. Chaque euro comptait. Chaque heure sans sommeil semblait une taxe pour des fautes non commises. Je ne construisais rien encore. Je survivais à peine. Certaines nuits au bistrot près de la gare routière, je sirotais un café noir hors budget, regardant des familles rire autour de plats que je ne pouvais commander. Il aurait été facile de croire que c'était tout ce que j'aurais. Invisible, jetable, oublié. Puis une femme me remarqua. Madame Fauvette, propriétaire de la librairie d'occasion près du bistrot. Cheveux blancs, en chignon-lunettes cerclées, voix de velours, usé regard perçant. Elle me rappelait ceux qui m'avaient sous-estimé. « Tu es la tare », dit-elle, s'asseyant en face de moi sans invitation, mais pas intrusive. Je souris fatiguée. Long service. Elle m'observa puis sortit un prospectus de son sac. On cherche quelqu'un à la librairie. Mi-temps. Trié catalogué. Pas glamour. Mais tu sembles savoir travailler. J'hésitais doutant entre pitié et offre sincère, mais son ton franc me convainquit. Je pris le prospectus, le glissai dans ma veste sans promettre. L'espoir était dangereux quand il ne restait rien. Le lendemain, j'entrai dans sa librairie avant de me dégonfler. L'odeur de papier ancien et de cire m'enveloppa. Ce n'était pas grand, une arrière-salle encombrée des étagères, ployant sous des histoires oubliées, mais c'était quelque chose. Un lieu. Madame Fauvette ne demanda pas de CV, elle me tendit un clipboard. Commence par les biographies, c'est le chaos. Je retroussai mes manches et commençai. Ce n'était pas un grand départ, pas encore un plan, mais c'était à moi. Pour la première fois, je ne fuyais pas le passé. Je bâtissais vers un futur qu'il ne pouvait effacer d'un trait. Le travail à la librairie ne m'enrichit pas. Pas de gros titres. Mais il m'offrit un ancrage. Chaque soir après fermeture, je restais lisant sur des modèles économiques, des histoires de start-up, des tendances de marché. Je n'occupais plus le temps. J'aiguisais des compétences ignorées. 2 ans plus tard, une annonce sur un tableau à la bibliothèque municipale attira mon regard. Une start-up technologique lyonnaise cherchait des assistants débutants. Salaire maigre. Horaire pire. Je postulais quand même. Lorsqu'ils appelèrent, j'étais prête. Au début, je faisais ce que personne ne voulait, chercher des cafés, courir des courses, organiser des fichiers chaotiques. Je restais discrète, silencieuse. Mais j'observais. J'écoutais. J'apprenais.
En un an, je ne livrais plus de café. Je rédigeais des stratégies structurées, des flux, transformais le chaos en ordre. Quand la start-up pivota vers l'optimisation logistique, un marché jugé trop complexe, je levai la main. Faisons différemment. On m'écouta. La croissance suivit. À 24 ans, je ne faisais plus partie de l'entreprise. Je la dirigeais, discrètement, implacablement, sans jamais révéler qui j'étais ou d'où je venais. Ce premier Noël, après notre expansion, j'entrai dans une boutique de cadeaux et choisis un châle en laine comme ceux que tricotait grand-mère Louise quand ses mains le permettaient. Je l'emballai soigneusement, l'envoyai sans adresse de retour. Pas de carte signée. Inutile. Je ne cherchais pas la reconnaissance. Ni rien d'autre. J'avais bâti quelque chose plus grand que leur approbation. Et je ne faisais que commencer. L'email arriva un mercredi soir noyé entre brouillons de contrats et rapports trimestriels. Dubois, un associé cherchant à moderniser leur division logistique en faillite, lançait un appel d'offres ces anonymes. Ils ignoraient à qui ils s'adressaient. Je n'hésitais pas. Pas de jubilation. Je transmis l'email à mon équipe et fixai la réunion. Il pleuvait ce matin-là, une pluie fine brouillant Lyon en gris. Je portais un tailleur sombre sans bijoux, juste une autorité discrète. À l'accueil, personne ne demanda mon nom. On supposa que j'étais attendue. Dans la salle de réunion, l'énergie était nerveuse. Papier froissé, chaises, raclant. Je reconnus les silhouettes avant leur visage. La posture rigide d'Antoine, le sourire crispé de Céline Etienne, triturant ses boutons de manchette acculés comme toujours. Ils ne levèrent pas les yeux à mon entrée. Pas d'abord. Le consultant principal vieille connaissance des affaires me remarqua. Ses yeux s'écarquillèrent sa bouche s'entr'ouvrit avant qu'il se reprenne. Il murmura à Étienne, dont la tête pivota si vite que sa chaise grinça. Un long moment, personne ne bougea. La pièce faussement chaleureuse devint un froid glacial. Le visage de mon père blêmit sa bouche s'ouvrant sans son. Les mains de ma mère se crispèrent ses phalanges blanchies. Étienne me fixait entre arrogance et peur. Je ne dis rien. Inutile. Je m'avançai au bout de la table, posai mon portfolio. Le contrat avec l'entête de notre société était bien en vue. Le silence pesa maladroit. Je le laissai s'étirer. Il ne pouvait plus m'effacer. Ni faire semblant. J'étais la pièce. Le contrat. Et qu'il le veuille ou non, l'avenir qu'il cherchait portait mon nom. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à ce que les froissements nerveux deviennent assourdissants. Un stylo cliqua trop vite, trop fort. Je ne bougeais pas. Je voulais qu'ils ressentent ma présence, la réalité de celle en face d'eux. Le négociateur principal toussa et demanda si je souhaitais présenter les termes du contrat. Je souris. La salle s'inclina vers moi. Ma voix resta calme, exposant des solutions logistiques, des stratégies d'optimisation, des cadres de livraison, les promesses dont ils avaient besoin. Professionnel, détaché, sans trace d'histoire personnelle. Mais le contrat cachait plus. Dans ces clauses arides, mon équipe juridique avait inséré une condition. Si Dubois, un associé, échouait à atteindre les objectifs en 18 mois, le contrôle opérationnel nous reviendrait. Silencieusement, légalement, sans négociation, une bouée déguisée en laisse. Quand je terminai, je fis glisser le contrat sur la table. La main de mon père hésita sur le stylo. Ma mère se pencha comme pour modifier le texte par la seule force de sa volonté. « Ça semble complet », dit le consultant, la voix fragile d'un optimisme forcé. « Les termes sont standards. » Je soutins son regard. « Absolument, standards pour les entreprises dévouées à l'excellence. » Il hocha la tête feignant de comprendre feignant une négociation. Je regardai mon père signer. Sa main trembla légèrement, imperceptible pour beaucoup. Pas pour moi. Ma mère suivit sa signature acérée fragile. Étienne conclut l'encre bavant trahissant ses doigts tremblants. Quand l'encre sécha, je rangeai le dossier avec soin. Nos regards se croisèrent que le mien calme les leurs vides. Ils ignoraient ce qu'ils venaient de me donner. Ou peut-être, au fond, le savaient-ils. Je me levai, lissai ma veste et offris le sourire appris d'eux, celui qui dit tout sans rien dire. Cette fois, c'était moi qui écrivais mon histoire. Et ils venaient de signer leur rôle sans lire la fin. Je sortis sous une brune douce, brouillant Lyon en taches d'aquarelle. La pluie apaisa la chaleur en moi, effaçant l'adrénaline. Personne ne me suivit. Personne n'appela mon nom. Comme cette nuit où j'avais quitté la maison, personne ne regardait. Ça ne faisait pas mal comme je l'avais craint. Pas de triomphe éclatant.
Juste une paix discrète s'installant comme un poids ancien glissant enfin. Ce soir-là, près de ma fenêtre, un thé froid en main, je vis une notification. Un message de grand-mère Louise. Quelques lignes tremblantes photographiées. Pardon de ne pas avoir pu lutter. Je t'ai toujours vu. Je t'ai toujours aimé. J'espère que tu le sais. Je fixais l'écran la pluie tapant doucement. Pas de larmes. Inutile. Certaines blessures n'exigeaient plus de pleurs. Elles faisaient une partie de moi familière, usée, inoffensive. Sans réfléchir, j'ouvris une application bancaire et organisai un virement discret. Assez pour ses frais médicaux pour qu'elle vive sans demander. Pas de signature. Inutile. Le lendemain, je rangeais les contrats signés dans un tiroir. Pas par rancune, mais parce qu'ils n'avaient plus besoin d'être exposés. La victoire n'était pas un trophée à afficher. C'était une porte franchie fermée doucement derrière moi. Je n'étais pas leur histoire. J'étais celle qu'ils ne pouvaient effacer d'un trait. Et j'étais déjà hors de leur portée.